gros, tu arrives dans le studio, tu mets les pieds sous la table et tu te concentres sur une seule chose, ton invité. Je considère vraiment que j'ai gagné en me lançant, en allant au bout de ce projet. Les invités, souvent, pouvaient lui dire en sortant du studio « Merci de m'avoir donné ce temps ». Bienvenue dans Backstage, derrière le micro, le podcast qui te montre l'envers du décor. Tu cherches à te lancer ou à cranter ta pratique ? Tu es au bon endroit. À chaque épisode, je rencontre une podcasteuse ou un podcasteur et je me glisse dans les coulisses de son show pour te partager les meilleurs tips et les pièges à éviter. Au fait, je suis Benoît Thieb, créateur de contenu, fan de podcasts et amoureux de découvertes. Tout est bon ? Allez, on passe en backstage. Bienvenue dans ce 3e épisode de Backstage the Backstage, le format où je prends le micro en solo pour te raconter ce que les conversations avec les autres podcasteurs changent concrètement dans Backstage, mais aussi ce qui pourrait t'aider toi dans ton projet. Aujourd'hui, on va revenir sur l'épisode avec Flaubert Vullier, le créateur du podcast 13e mois et fondateur de l'entreprise La Manufacture RH. Flaubert, c'est quelqu'un qui a dépassé la barre des 50 épisodes, qui enregistre en studio et qui fait de la vidéo, mais aussi qui a une vraie posture de coach avec ses invités. Donc dans cet épisode, je voudrais revenir sur 3 choses que j'ai retenues de notre conversation, sa manière de penser le podcast comme un marathon plutôt que comme un sprint, la façon qu'il a de sécuriser ses invités avant, pendant et après l'enregistrement, et sur son passage en format studio, vidéo, et ce que ça implique. L'idée, comme d'habitude, c'est de tirer des choses pratiques que tu vas pouvoir appliquer pour ton podcast et que moi, je pourrais potentiellement appliquer pour le mien. Allez, c'est parti. La première chose qui m'a marqué chez Flaubert, c'est son rapport au temps. Quand il a lancé 13e mois, il se dit « Bon, je vais tester, on verra ce que ça prend », mais il a déjà une logique de durée. Il le dit lui-même, il était dans une logique de durée. Il dit lui-même qu'il est plutôt dans un mode marathon que dans un mode sprint. Et dans sa manière d'aborder les projets, on voit très clairement qu'il préfère les choses qui s'installent dans le temps, même si au départ, il n'avait pas forcément une vision totale de là où il allait arriver. Aujourd'hui, il a dépassé les 50 épisodes publiés, et ça, c'est déjà une bonne forme de message. Un podcast, ça s'installe. En ce qui concerne la durée des épisodes, au début, il s'était mis une petite contrainte mentale, un peu que je pense on a tous rencontré au début. Un peu la phrase de « il faut pas saouler les gens, il faut faire court, 30 minutes, allez 40 max ». Et puis au fil des épisodes, il s'est rendu compte que les conversations prenaient un peu de profondeur, pouvaient durer. Et avec sa posture très coach, donc quand on parle de la posture coach, c'est comment on va aider les gens à accoucher de leurs idées, ce qu'on appelle la maïotique. Et donc l'idée, c'est souvent de prendre le temps de poser des questions ouvertes, et de vraiment toujours poser des questions, laisser des silences, permettre à l'invité de réfléchir et de revenir aussi parfois sur un point. Et ça implique que le podcast, ou en tout cas l'épisode, il puisse être plus long que si tu vas direct à l'essentiel et que tu ne vas pas chercher le fond du fond de l'idée. Il y a un truc qu'il a dit qui m'a marqué, c'est que les invités, souvent, pouvaient lui dire en sortant du studio « Merci de m'avoir donné ce temps ». Et c'est assez dingue que quelqu'un qui est en posture d'interviewer se dise « Waouh, en fait, on a pris le temps et c'est cool parce que en fait, il m'a vraiment écouté ». Ça me fait penser un peu à la discussion qu'on avait eue aussi avec François-Xavier Guillet et l'idée d'avoir une conversation et pas un mode je t'interview parce qu'on n'est pas des journalistes, quoi. Aujourd'hui, les épisodes de Flaubert, ils tournent quand même plus autour d'1 heure que des 30 minutes qui s'étaient fixées au départ, mais c'est totalement assumé. Et surtout, il sait que les gens peuvent écouter en plusieurs fois et qu'on n'est pas obligé d'écouter l'épisode de tout un bloc. Et ça, c'est une vraie leçon parce qu'on est quand même dans un contexte, en ce moment, principalement, où tout le monde se dit il faut faire plus court, on tourne avec les stories, TikTok, Insta, etc. Et donc, on est habitué de plus en plus au contenu court. Donc, le podcast, est-ce qu'il ne faut pas faire un format un peu snacking et les gens ont plus d'attention, etc. Moi, ce que je retiens, c'est que tout ne doit pas être court et à la limite, la possibilité de faire un épisode de 40 minutes, bah, tu laisses la possibilité à l'auditeur de couper et de reprendre plus tard. De toute façon, ta plateforme, elle te permet totalement de reprendre là où tu l'as laissé. Mais surtout, de prendre le temps, c'est aussi une promesse de profondeur dans la thématique, de réflexion, d'intimité avec l'invité.
Et c'est pour ça, pour moi, que le format long, en tout cas de ne pas se presser, a du sens. Ce que ça m'évoque pour Backstage, c'est que au tout début, dans ce que je m'étais écrit moi sur le fil conducteur, c'était des épisodes de 30 minutes justement. Et le premier épisode qu'on a tourné, enregistré avec Florent, on a arrêté l'enregistreur et c'était 45 ou 48 minutes de période d'enregistrement. Et, et en fait, c'est ce qui était aussi cool de le faire avec Florent, c'est qu'il m'a dit, mais c'est pas grave, enfin, te mets pas la pression par rapport à la durée. Et au-delà de ça, je me voyais vraiment difficilement couper des choses qu'on avait abordées, presque à l'inverse. J'avais eu envie, moi, d'aller chercher plus longtemps sur certaines thématiques. Et puis, c'était le premier, donc il fallait aussi se roder. Mais en tout cas, moi, ce que l'épisode avec Flaubert m'enseigne ou me pousse à réfléchir, c'est de ne pas me censurer sur la durée et d'accepter que certains épisodes seront plus longs parce que le sujet le justifie ou parce qu'on tire une bobine avec l'invité et je ne vais pas essayer forcément de rentrer au chausse-pied dans le format idéal de ce que j'ai fini là sur entre 40 et 50 minutes. C'est un petit peu la cible, mais si demain un épisode est plus long ou à l'inverse même un épisode est plus court parce que la thématique ou l'angle était différent, c'est OK. L'autre aspect du marathon, c'est le rythme de sortie. Et là, Flaubert, il en parle très bien aussi. Lui, il aimerait beaucoup sortir 2 épisodes par mois, ce qui se fait un peu classiquement. Mais dans la vraie vie, entre le boulot, les missions, la vie perso, c'est plutôt un épisode toutes les 3 semaines. Et il utilise aussi le format de rediffusion pendant les vacances, comme ça lui permet ça lui permet de couper et de garder un minimum de présence malgré tout pendant cette période. Mais par contre, il le dit simplement, il n'est pas podcasteur à temps plein, c'est pas son métier originel et même au quotidien, il n'a pas une équipe derrière, donc il veut que le podcast, ça reste un plaisir, pas une charge mentale. Et je pense que un peu comme dans toute la création de contenu et toute forme de création de contenu, il y a un moment donné, dès lors que ça devient une contrainte et que tu enlèves cette notion de plaisir, il faut arrêter. Moi, je me suis beaucoup reconnu là-dedans, à la fois sur les podcasts, mais aussi sur la création des posts sur LinkedIn, etc., où il y a pu y avoir des périodes où, très clairement, je le faisais par contrainte et par obligation, en me disant, si je ne le fais pas, ça va tuer l'algorithme, ça va tuer le reach, etc. Là, sur le podcast, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Je me mets une contrainte avec ce format d'épisode euh, parce que au lieu d'être sur un rythme tous les 15 jours, c'est un rythme toutes les semaines. Donc, ça veut dire quand même créer et revenir sur les épisodes. Je ne m'interdis pas néanmoins d'arrêter ce format si ça passe pas dans la charge et si c'est une trop grosse contrainte ou si vraiment j'ai rien à vous raconter ou alors si vous me le dites, hein, ce n'est pas intéressant, arrête ton truc. Après, du coup, sur ça, on voit quand même pas mal de podcasts qui sortent 2-3 épisodes par semaine avec des capsules, des bonus, des formats courts, des extraits, ce que tu veux. Mais souvent, il faut aussi ouvrir les yeux sur le fait que ces podcasts-là, il y a une équipe, il y a une production, il y a un modèle économique souvent derrière tout ça. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, Flaubert, c'est pas son métier, c'est pas le mien non plus. Donc, il faut aussi, je pense, être lucide et ne pas se mettre la pression sur délivrer. Et peut-être qu'un épisode tous les 15 jours ou peut-être même un épisode tous les mois, c'est OK. Et ça, il en parle. Il vaut mieux avoir un rythme qui est tenable sur plusieurs mois, voire plusieurs années, que d'exploser en route et d'oublier que le podcast, c'est un side project, sauf si tu veux en faire ton business. La deuxième grande idée qui m'a marqué dans notre conversation, c'est la manière dont Flaubert sécurise ou chouchoute un petit peu ses invités et on sent vraiment la patte ou l'attitude coach qu'il y a derrière. Avant l'enregistrement, déjà, il cadre un petit peu en mettant en place un process assez simple. Il prépare une page sur l'outil Notion qu'il envoie à chaque invité. Et dedans, on a quoi? On a la bio, comme ça l'invité peut vérifier les informations, les grandes thématiques qu'ils vont aborder ensemble et quelques questions sur lesquelles il va pouvoir piocher. Et donc, il partage ce document à l'invité. Et en fait, il préfère quand même éviter une invitée qui arrive avec ses réponses écrites mot pour mot, parce que le but, c'est pas de scripter, mais d'avoir quelqu'un qui prépare un petit peu les thématiques, peut-être avec des bullet points, mais rien de plus. Et l'idée, c'est aussi de ne pas enlever la spontanéité et des choses qui pourraient sortir en live sur ce format-là.
Et il le dit d'ailleurs, un de ses meilleurs épisodes, c'est un invité qui est arrivé, qui avait mal noté l'horaire et qui arrivait vraiment ric-rac, qui pensait que c'était en visio en fait, dans son bureau. Et en fait, il est arrivé au studio sans réelle préparation, mais du coup avec un échange hyper vivant. Moi, ce que je retiens, c'est comment trouver sur la préparation des invités l'équilibre entre assez d'informations pour rassurer et malgré tout laisser de l'espace pour que la personne soit elle-même. Pendant l'enregistrement, il vient sécuriser l'invité sur le droit de se planter et en fait, il explique qu'il a une touche qui lui permet de noter les endroits où il va pouvoir cutter. Et en gros, c'est ne serait-ce que de dire on n'est pas dans une condition de direct, même si tu as une caméra. Si tu te perds, si tu te mélanges, si tu trouves plus tes mots, si tu as dit une connerie et que tu veux revenir en arrière, bah, on s'arrête, tu le dis, on recommence et ce sera coupé au montage. Et ça, c'est des marqueurs qui sont aussi très importants pour l'invité, pour le rassurer. Et il y a beaucoup d'invités qui arrivent avec l'idée de ne pas avoir le droit à l'erreur, qui se disent mince, tout ce que je vais te dire, ça va être gravé dans le marbre, et un silence, une hésitation, bah, comment ça va être perçu. Donc là, l'avantage de faire ça, c'est que tout est possible. On peut revenir en arrière, tu peux lâcher la pression et on obtient des choses qui sont plus vraies, plus nuancées et plus intéressantes aussi. Le point aussi par rapport à ça, c'est que Flaubert, il envoie systématiquement l'épisode et globalement beaucoup de podcasteurs le font pour rassurer l'invité, pour avant diffusion, s'il y a besoin de couper un passage, un nom, une info sensible qui serait passée à la trappe de la production. Mais en tout cas, il le fait aussi parce que la relation avec l'invité est beaucoup plus importante que d'avoir vraiment une information scoop ou un truc comme ça. Et pour moi, c'est un bon rappel du rôle du podcasteur, ou en tout cas d'une posture que moi j'aimerais avoir, qui est de ne pas venir piéger et de créer des conditions pour que la personne elle soit à l'aise et ose se livrer, tout en sachant que bah, derrière, elle a un minimum de contrôle sur ce qui sortira. Et peut-être le dernier point de Flaubert avec ses invités, c'est dans l'ambiance. Et en fait, on s'en est rendu compte tous les deux. Euh, il demande à ses invités de mettre le casque, comme lui, ce qui permet qu'ils entendent bien leur voix et se rapprochent du micro s'ils en ont besoin. Ce qui s'est passé avec Flaubert, à un moment donné, moi j'ai sous-estimé, globalement jusque-là, la posture des podcasteurs et je me suis dit, ils sont habitués, donc j'ai pas besoin de les briefer, j'ai peut-être pas besoin pas de les choyer, mais en tout cas, je fais confiance sur le fait qu'ils sont habitués. Et on s'est rendu compte avec Flaubert, notamment sur cette notion de casque. Bah, lui, il n'en avait pas, parce que j'ai qu'un casque pour moi pour l'instant, j'ai pas de casque pour les invités. Et à un moment donné, il s'est reculé, donc bah, forcément, je perdais moi sur le son, donc je le voyais sur la bande, donc je pouvais lui faire des petits signes. Mais s'il avait eu le casque, il s'en serait rendu compte automatiquement, et là d'autant plus, parce qu'il est habitué à enregistrer avec un casque. Donc là, ça faisait une adaptation par rapport à lui. Et puis, il fait aussi attention à l'ambiance de la pièce, pas de trucs hyper agressifs, mais en tout cas, il veut un truc qui soit chaleureux. Et en tout cas, même lui, dans son ton, il a une voix très posée, très englobante, qui vient rassurer un petit peu l'invité. Et en fait, il surjoue pas volontairement l'animateur radio ultra énergique. Et ça, j'en parlais avec un ami il y a très peu de temps, qui me disait, mais bah, essaye peut-être de faire différemment sur tes épisodes, fais peut-être des jingles, un peu en format émission. Et c'est un format qui peut exister, et pour autant, c'est pas celui que moi je veux faire. Et donc, je me retrouvais aussi un petit peu dans ce que Flaubert pouvait partager sur la posture, mais en tout cas, de rester soi-même. Et si tu es posé et à l'écoute, bah, reste posé et à l'écoute, et n'essaye pas de faire du show-off ou un show auditif juste parce que tu penses que c'est ce qu'on attend de toi. Il faut que ce ton énergique ou plutôt posé, il te ressemble et que tu sois aligné avec toi et que ça serve ton format et ta ligne éditoriale. Si tu as un truc plutôt dans la confidence, on va pas mettre une grosse énergie. Alors, il faut pas non plus tomber dans le chiant et dans l'hyper monocorde, mais c'est important qu'il y ait une cohérence entre ton énergie, ton ton et la direction artistique que tu veux donner à ton podcast. Dernier bloc, c'est sur la production, la stratégie de 13e mois autour du setup. Flaubert, comme un petit peu tout le monde, il n'a pas commencé directement en studio. Il a commencé avec le combo enregistreur genre Zoom,
un micro, un casque et une salle qu'il louait pour recevoir ses invités. Et puis, il a switché sur passer dans les studios pro. Pourquoi ? Pour la qualité du son et le matos, mais aussi l'expérience invitée et sa propre expérience. Sur l'expérience invitée, c'est de pouvoir proposer à son invité, en plus d'enregistrer, une expérience, un endroit où c'est assez fun, c'est sympa, c'est accueillant et tu te sens attendu, tu te sens pris en charge. Et pour lui, ça lui permet aussi d'arriver, le matos il est prêt, la salle est prête. Il n'y a plus besoin de se poser la question de est-ce que ma carte SD elle est pleine, est-ce que j'ai bien pris tous mes micros, est-ce que j'ai bien pris tous mes câbles, qu'est-ce que j'ai pu oublier. Enfin, en gros, tu arrives dans le studio, tu mets les pieds sous la table et tu te concentres sur une seule chose, ton invité. Et ça, c'est un truc qui est hyper fort. Lui, il a juste à appuyer sur enregistrer, il anime, il remercie, il repart avec ses fichiers et tout le reste, il est géré derrière, quoi, le montage, le mixage. Pour moi, où là, après quelques épisodes parus, pas parus, j'ai déjà enregistré dans plusieurs lieux différents et notamment avec Flaubert, on a enregistré dans les bureaux d'I2O. Il y avait cette pression un petit peu du bruit ambiant qui, moi, je l'entendais de ouf dans le casque et qui m'a obligé sur un des deux micros de retraiter le son derrière. Mais c'est hyper important et c'est ce que vient sécuriser Flaubert en se disant ok, je sais que le studio il est fait pour ça, il est insonorisé et je viens pas me rajouter une pression de est-ce qu'il va y avoir du bruit dans les couloirs, est-ce qu'il va y avoir un problème à droite, à gauche, est-ce que je vais oublier. Donc le gros avantage du studio, c'est de s'enlever cette pression, de s'enlever les différentes configurations et en tout cas tu es dans une configuration qui est optimale. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, ça reste un petit billet de 100-150 euros l'heure sur un studio parisien. En province, je ne sais pas. Je pense que globalement, on n'est pas très très loin de ces tarifs-là. Donc ça peut vite devenir une galère financière si tu as un rythme très élevé sur la publication des épisodes et surtout si tu n'es pas accompagné. Ça peut être une bonne raison de se faire sponsoriser par contre si vraiment c'est le setup qui correspond à ta DA à 100%. Après, Flaubert a dégainé sur la vidéo aussi pour être présent sur YouTube sur ce format-là. YouTube qui est un canal de découverte qui est un petit peu plus grand avec des gens qui consomment que en vidéo ou quasiment que en vidéo, avec un support qui est aussi plus riche pour la communication, plus incarné qu'un audiogramme qu'on vient mettre. Donc les audiogrammes, c'est globalement on met la pochette ou un visuel et on a une espèce d'onde mouvante qui est sur le visuel. Donc ça, c'est vraiment juste pour occuper l'œil pendant que tu écoutes, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et donc lui, l'idée derrière la vidéo, c'est aussi de pouvoir poster des extraits sur LinkedIn, sur les réseaux, d'avoir une dimension qui soit plus incarnée que juste une pochette. Et donc de voir le visage de la personne, ses réactions, ça change vraiment la perception de l'échange que peut avoir l'hôte avec son invité. Moi, au global, sur Backstage, c'est un setup que j'aurais adoré mettre en place, d'aller vraiment dans les coulisses, dans les backstage des différents podcasts, avec pour filmer comment c'est spatialement fait, comment le podcasteur s'organise, comment il monte son setup, comment il accueille, etc. C'est vraiment un truc que j'aurais adoré faire. Mais vraiment, on est sur un stade au-dessus d'investissement et d'engagement matériel. Le dernier point que je n'ai pas abordé et dont on a parlé avec Flaubert, c'est les métriques, les statistiques. Et ce que j'ai aimé, c'est que Flaubert les regarde, comme tous les podcasteurs, notamment les études, les tendances par mois, l'impact qu'un invité peut avoir justement sur l'épisode, les plateformes qui marchent le mieux. Mais il n'en est pas obsédé, sans pour autant en être détaché, c'est ce que j'expliquais. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on revient sur la notion de plaisir et de ne pas partir à la course à la statistique, avoir une idée de la performance et de l'impact que peut avoir l'épisode, certes, mais pas être oppressé par ça. Après, il nous a aussi partagé qu'il s'était fait accompagner sur des sujets importants comme le positionnement ou la stratégie du podcast, le PSO, donc le Podcast Search Optimization, donc comment on vient optimiser par des mots-clés la découvrabilité sur les plateformes. Et donc aussi, il s'est fait accompagner sur la manière de titrer, de décrire les épisodes, etc. Et pour lui, c'était important d'avoir cette démarche et de se faire accompagner parce que 13e mois n'est pas
juste un produit d'appel pour la manufacture RH, mais c'est un espace pour donner la parole à des RH, montrer la diversité des parcours, redonner du sens à un métier souvent caricaturé. Il le dit très bien dans son introduction de ce métier qui est parfois les personnes qui licencient les gens. Alors que c'est pas vrai. Pour Backstage, alors les statistiques sont intéressantes bien entendu, mais j'ai réussi à m'en détacher pour l'instant, alors que naturellement, les chiffres, c'est assez important pour moi. Mais je me suis dit que à la fois c'est le lancement du podcast, donc comme le dit Flaubert, c'est un marathon et pas un sprint, donc de regarder quotidiennement les chiffres ou de se dire ah mince, je suis pas sur les audiences, j'ai peur de me décourager ou de me dire l'investissement temps, écoute est pas à la hauteur de ce que j'aurais pu attendre. D'autre part, ça reste un podcast de niche, c'est-à-dire que je vais vraiment parler pas à tout le monde. En tout cas, j'ai accepté que tout le monde ne se retrouve pas là-dedans. Parce qu'on vient considérer plutôt les podcasteurs, soit qui veulent se lancer, soit qui veulent s'améliorer, et éventuellement le petit curieux. Mais je ne vais pas être un podcast grand public où là, vraiment, on pourrait s'attendre à des audiences beaucoup plus fortes et dans un standard. Moi, j'ai pas trop de sources de comparaison aujourd'hui en termes de chiffres, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas, et à la limite, je m'en fiche, parce que je considère vraiment que j'ai gagné en me lançant, en allant au bout de ce projet, qui n'est pas fini, mais en tout cas, d'agir et de parler là en ce moment au micro, c'est déjà gagné. Puis de rencontrer des gens très très cool, c'est pour moi une des meilleures récompenses. Bon, au global de cet épisode avec Flaubert, moi ce que je retiens pour Backstage, mais aussi pour ton podcast, penser long terme. Le podcast, c'est pas un marathon, de trouver un rythme qui est tenable tant sur la durée que sur la fréquence. De bien penser à sécuriser ses invités, donc sur la préparation, sur l'accueil et sur l'après, mais aussi penser à te sécuriser toi. Et donc ça part par un setup qui doit te ressembler, certes, mais qui doit aussi te mettre en confiance. Donc si tu veux être vraiment sans stress lié à la logistique, etc., il y a la solution studio, mais comme je l'ai dit, qui demande un budget derrière. Et puis sur les chiffres, donc pas oublier que c'est plus des outils au service du sens de ton podcast et pas l'inverse. Il ne faut pas que ton podcast soit drivé que par les chiffres. Si tu as écouté l'épisode avec Flaubert et que tu aurais aimé que je creuse certains autres sujets, n'hésite pas à me le dire sur LinkedIn ou Instagram. Et dis-moi aussi si ce format de backstage t'aide pour ton propre podcast et si tu veux que je traite des thématiques particulières sur le studio, sur le setup nomade, sur YouTube, etc. Et ça me permettra peut-être aussi d'orienter le choix des invités pour aller creuser une certaine thématique. Si tu veux soutenir Backstage, tu sais comment ça se passe. Abonne-toi sur ton appli de podcast, laisse une note, un commentaire là où c'est possible. Et envoie cet épisode à une personne que ça pourrait intéresser, qui a envie de lancer son podcast ou qui a envie de s'améliorer. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode classique avec une invitée. Et le prochain épisode de Backstage juste après. Allez, à très vite, derrière le micro. Merci d'avoir écouté cet épisode de Backstage derrière le micro. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets 5 étoiles et laisse un commentaire. Pour suivre les coulisses de Backstage, retrouve-moi sur les pages LinkedIn et Instagram, je te mets les liens en description. Tu veux continuer la discussion ou me poser une question, contacte-moi sur LinkedIn. On se retrouve très vite dans Backstage.